Bonsoir. Aujourd'hui, on parle des films d'octobre. Oui, les films d'octobre, le cinéma de Serge. Mais attendez, on va parler de tous les films d'octobre. Non, pas tous les films d'octobre, ce que j'ai vu moi. Et ça fait 11 films. 11 films. Oui. Alors, allons-y, oui. Un Will Smith, c'est bien. Alors deux Will Smith, encore mieux, non? Pas vrai? Non, c'est pas vrai, parce que dans Gemini Man, le meilleur agent de la DIA, joué par ce bon vieux Will, prend sa retraite après une carrière bien fournie en assassinat, mais il va devoir fuir son double, joué aussi par Will, qui cherche à le tuer. Et what the fuck Angli, je sais pas ce qui s'est passé pour qu'un réal aussi talentueux prenne en main un projet au scénario cliché, fade et parfois même complètement nanardesque en fait. Les scènes d'action qui devraient être les moments de bravoure du film sont gâchés par leur aspect cinématique de jeux vidéo PS3, dû à un trop-plein d'effets numériques et à une fluidité de mouvement à 50 images secondes gerbante. Bref, le film vous a promis Will Smith qui se bat contre Will Smith, et c'est ce que le film vous donnera. Voilà, le film tient donc ses promesses. Mais bon, ça reste quand même bien de la merde. Terminator Dark Fate est le 6ème opus de cette saga interminable, mais aussi le 3ème qu'on doit considérer comme un Terminator 3, et rien que là, il y a un problème. Oui, les Terminator post-jugement dernier n'étaient pas incroyables, Genesis était même catastrophique, et de là faire genre que ces films n'aient jamais existé, là je dis merde. Donc de base, le film me foutait en rogne, mais on doit ajouter à cela le même problème que l'on retrouve dans tous les putains de blockbusters d'action modernes. On ne comprend rien à ce qui se passe, les plans s'enchaînent beaucoup trop vite, ils n'ont aucune importance. Bordel, on voit quand même des machines du futur se battre dans un avion enflammé qui chute à grande vitesse vers la terre ferme, et on regarde ça blasé, accoudé à notre putain de siège. 3 femmes fortes vont mener ce récit accumulant les scènes déjà vues dans les 3 premiers Terminator. L'une de ces femmes est jeune, ne s'est jamais battue, mais bon, ça posera pas trop de problèmes quand elle fera face à la machine la plus meurtrière qui existe. Elle n'a jamais passé son permis, mais bon, ça lui posera pas trop de problèmes quand elle conduira en état de stress son ami sur le point de mourir. Elle n'a jamais porté d'armes, mais bon, ça posera pas trop de problèmes puisqu'elle sera capable de faire directement des putains de headshots, bref. Certains trouveront ça progressiste, je trouve ça grossier et lourdingue, mais bon. Le film n'est quand même pas un étron, il reste meilleur que cette bouse de Genesis et certaines scènes de tension fonctionnent. Mais bon, il serait quand même maintenant temps d'arrêter les frais et de stopper cette saga, s'il vous plaît. Stupide n'est pas un qualificatif, mais bel et bien le nom que donnera Henry à cette brave bête. Henry, c'est un écrivain souffrant d'une sale crise de la cinquantaine, il est déçu de ses enfants, il ne peut plus saquer sa femme et n'a pondu que des livres de merde depuis 20 ans. Donc il va devoir vite se bouger le cul et se remettre en question avant que sa famille ne décide de l'abandonner définitivement. Yvan Attal est le chef de projet ainsi que le protagoniste de cette adaptation, ma foi très sympathique. J'ai apprécié les personnages à la fois réalistes et archétypaux, même si ces deux facettes ne s'entendaient pas toujours à merveille. On est sur le schéma narratif assez classique de l'humain perdu en quête de rédemption. À ce niveau-là, l'intrigue n'a pas grand-chose de surprenant. Mais voilà, on passe un bon moment devant cette œuvre qui, sans nous toucher profondément, saura nous questionner sur les quelque chose que l'on fait de notre vie. J'ai particulièrement aimé la performance de Charlotte Gainsbourg, qui se démarquait des autres acteurs, mais en même temps, il n'y a rien d'anormal, c'est une formidable comédienne, et le chien est génial. Donc voilà, mon chien stupide, c'était sympatoche. J'aime énormément Gérard Darmon, et on le retrouve dans un film au scénario très original. Lucius, 71 ans, a besoin d'argent pour payer sa maison de retraite, et ayant une bonne condition physique, il décide de participer à des combats clandestins entre vieilles personnes. Le film va traiter de la difficulté de se vieillir et de devenir une relique aux yeux des autres. Faut-il accepter son sort ou se battre pour maintenir une fausse jeunesse? Les personnages sont forts, mais j'ai ressenti que certaines scènes se répétaient, qu'elles disaient exactement la même chose. Alors, cela rend les messages du film bien clairs, mais en même temps, ça rajoute beaucoup de longueurs qui sont peut-être voulues par le réalisateur, mais que j'ai pas trouvé vraiment super utiles. Je le dis tout de suite, Breaking Bad est ma série préférée. Je suis amoureux de tous les personnages de cette série, en particulier évidemment Walter White et le protagoniste d'El Camino, Jesse Pinkman. Ce Jesse, torturé par les néo-nazis, vient de se faire sauver par son ancien partenaire et va tenter de fuir la police qui est évidemment à sa recherche. Le film est donc la suite directe de la série et ne sert pas à grand chose.
qu'on soit bien d'accord, hein, le film est pas mauvais du tout, on le suit avec plaisir, il est bien rythmé, et c'est génial de retrouver ces personnages qui ont pour la plupart bien changé, et oui, je regarde Todd là, et ses 20 kilos supplémentaires, mais sans spoiler, Jesse n'a aucune évolution dans ce film, il ne change pas du tout, il est tout aussi ingénieux et audacieux qu'à la fin de la dernière saison, et... Vous savez, le dernier plan où on voyait Jesse dans la série n'était certes pas une fin fermée pour le personnage, mais c'était tellement beau. Il était heureux, sorti de ce monde pourri, enfin libre, le message était clair en tant que spectateur. J'étais comblé personnellement par cette fin. Je n'avais pas besoin de voir ce qui allait lui arriver. Et de toute façon, il n'y avait que 2 issues possibles que j'avais imaginées, et le film prend une de ces issues, sans surprise. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que Breaking Bad, et surtout Jesse Pinkman, n'avaient pas besoin de ce film. Les nouvelles dernières images de ce personnage culte sont bien moins marquantes que celles de la saison 5, et c'est dommage, mais encore une fois, El Camino ne fait pas du tout honte à Breaking Bad et rappelle pourquoi cette dernière est l'une des meilleures séries de tous les temps. Un père quitte le Bangladesh avec son fils Fahim, un passionné d'échecs, pour présenter à ce dernier le maître français de cette discipline et lui permettre d'accomplir son rêve, même si la vérité est bien plus sombre. Fahim est un film inspiré d'une histoire vraie, une histoire qui met en avant notre humanité, mais aussi les gros problèmes de notre société. Les personnages du film sont assez touchants, Assad Ahmed est vraiment bluffant dans le rôle du petit Fahim, mais son père, joué par Mizanur Rahman, livre aussi une prestation d'une grande sensibilité. Isabelle Nanty est toujours aussi sympathique, et je ne pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi Gérard Depardieu est un acteur tout simplement monstrueux. Fahim n'est pas une grande prise de risque, et même les parties d'échecs sont filmées avec simplicité, mais on se laisse porter par cette histoire qui prend sa principale force dans son rapport aux faits réels, et c'est une bonne chose. Je vais pas vous mentir, j'étais pas chaud pour le délire. Non mais, la suite de Shining quoi. La suite de Shining, non mais... oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bientôt on aura Orange Mécanique 2, hein, ça peut être fun aussi. Hein. Bon, je suis mauvaise langue, hein, mais je partais vraiment défaitiste. Et le film m'a surpris. Et ce qui rend ce film surprenant, c'est son univers. Le Shining va lier tous les personnages, que ce soit les protagonistes ou bien les antagonistes, et ça donne lieu de véritables moments de bravoure du film. Genre l'idée de faire des combats et des pièges de Shining, c'est quand même génial, mais bon, j'en dirai pas plus pour pas spoiler. Cependant, malgré toutes ces bonnes intentions, le film a beaucoup de mal à démarrer. L'intrigue me met une 30aine de minutes pour véritablement se lancer, et jusque-là, on voit des personnages que l'on connaît pas faire des trucs, là, enfin, voilà. Et nous, on regarde ça et on est genre... yeah, ok. Je peux aussi parler de toute cette séquence qui se passe dans l'Overlook Hotel, le film original, enfin... Je comprends la tentation de faire de grosses références à ce film culte pour faire mouiller de plaisir les plus grands fans de ces derniers, mais bon... Au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup, hein, je vous laisserai juger par vous-même. Je vous encourage quand même à aller voir ce film. Mais bon, il va sûrement diviser. Il va sûrement diviser, en même temps, c'est quand même bien casse-gueule de proposer la putain de suite de Shining, quoi. Oh putain, ils ont des idées, des fois. Une femme au caractère très spécial trompe son mari depuis des années avec de jeunes minots plutôt bien gaulés. Le mari finit par s'en rendre compte et le couple prend une nuit à réfléchir sur leur état, séparés d'une simple ruelle. Et ce film est une très bonne surprise. On s'attend en lisant synopsis à un drame français tout ce qu'il y a de plus classique et potache, mais on se retrouve devant une œuvre véritablement touchante, mêlant comédie, drame et fantastique. Oui, il y a du fantastique, t'as bien entendu. Les 4 personnages principaux sont joués avec beaucoup de justesse, mention spéciale à Chiara Mastroianni et Vincent Lacoste qui interprètent des personnages au caractère bien sympathique. Christophe Honoré livre un film au scénario que j'avais vu des dizaines de fois, mais jamais de cette façon. Éric Toledano et Olivier Nakache reviennent une fois de plus remplir nos salles de cinéma françaises avec Hors Normes. Le film présente la vie de 2 éducateurs d'enfants et adolescents atteints d'autisme sévère. Ces 2 bougres sont interprétés avec brio par un Vincent Cassel et un Reda Kadeb toujours aussi intouchables. Le film est extrêmement bien écrit et on tombe jamais dans le pâteau gratuit, on se laisse porter par ce récit ancré dans le réel où rire et larmes se côtoient de très près. Bref, les 2 réalisateurs chéris des Français continuent de marquer des points et c'est amplement mérité. Vous pensez que votre vie c'est de la merde ? Eh bah, écoutez, je vous invite juste à voir ce dernier Ken Loach, encore en salle à l'heure actuelle d'ailleurs, et je pense que d'une part, ça va vous faire relativiser, et d'autre part, vous pourrez voir un film qui, à l'exact inverse de Hors Normes, est ancré dans un réalisme ultra pessimiste mais aussi
terriblement vrai. On suit dans ce récit un couple qui tente désespérément de subvenir aux besoins de leur famille alors qu'ils sont endettés jusqu'au cou. L'adolescent est un petit délinquant qui sèche tous ses cours et la petite de moins de 10 ans devient une sorte de mère de substitution comme ses parents passent leur journée à faire un boulot de merde. Ça donne peut-être pas envie, et je comprends, on ne passe pas forcément un agréable moment devant Sorry We Missed You, mais le cinéma est aussi fait pour ça. Personnellement, c'est le meilleur drame social que j'ai vu cette année avec Grâce à Dieu de François Ozon. Donc, si vous avez vu ce dernier, vous aurez là votre comparatif de qualité. En tout cas, je vous encourage à aller voir ce film. Je pense que tout a déjà été dit sur ce film. Alors, ce sera probablement sans surprise, mais je vous incite à foncer le voir. Ce film m'a embarqué dès le premier plan et ne m'a jamais lâché avant le générique de fin. Je pourrais vous parler de la très bonne mise en scène inattendue de Todd Phillips, ou bien des excellentes trouvailles de scénario, notamment la provenance du rire de Joker, ou des retournements de situation mettant en avant la folie de ce personnage qui n'a jamais été aussi touchant dans sa carrière cinématographique. Mais bon, on va pas se mentir, la force principale de ce film qui en fait une œuvre incroyable, c'est son acteur principal. Le putain de foutu de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, ce gars est fantastique, il était déjà un de mes acteurs favoris, mais il signe là ce qui semble être la performance de sa vie. Le Joker parvient à nous rendre véritablement empathiques quant à son sort, sans jamais que l'on mette en question sa folie et sa dangerosité. C'est... Allez le voir, si c'est pas déjà fait, allez le voir. J'arriverai pas à décrire exactement en quoi cette performance est une des meilleures que j'ai vues de ma vie. Il faut le voir, le ressentir et être touché directement par le personnage d'Arthur Fleck pour comprendre. Il ne s'agit pas d'un film de super-héros prenant les mêmes codes que ces merdes absolues que sont les films du MCU, mais bel et bien une œuvre sombre, un drame psychologique mettant en avant la chute d'un personnage que la société et même la vie n'a jamais pris la peine d'aider. Allez voir Joker, ce film doit faire un score de malade, ce film montre enfin qu'un film de super-héros ne doit pas être qu'un divertissement qui pète de partout, englobé d'une bouillie numérique au scénario sans enjeu. Un film de super-héros doit emprunter un genre bien précis qui mettra en avant son personnage principal, comme ça a toujours été le cas avant ce terrible jour où Mickey Mouse a posé ses gros gants dégueulasses sur Marvel, putain. Bref, merci Todd Phillips, merci Joaquin Phoenix, et merci DC Comics pour cette prise de risque qui vaut définitivement le détour. Merci Joker. Et voilà, c'était mon avis sur ces 11 films sortis en octobre. Si jamais vous avez aimé, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, évidemment, Serge Voldan. Vous voyez le petit bouton qui est en bas, vous avez juste à cliquer dessus. Ou bien, et vous savez quoi, si vous n'êtes pas d'accord, laissez un commentaire et attaquez-moi, allez-y, attaquez-moi. Et c'est moi qui vais vous bouffer l'arrêt, je vais vous bouffer l'arrêt si vous m'attaquez. Bref, écoutez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne de mon frère Dino Voldan. Oui, mon frère a une chaîne et il prépare des choses assez sympathiques, ma foi. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ainsi qu'à la chaîne du Moulin de Voldano, la chaîne principale où vous pouvez retrouver toutes nos aventures avec Dino et moi-même. C'était Serge Voldan, on se retrouve le mois prochain pour parler des films de novembre. Je vous fais des gros bisous et passez une bonne nuit. Que